DLTDC original, devenir un as du dénivelé avec Mathieu Blanchard et Tristan Pavlac. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cet épisode un peu spécial enregistré depuis Chamonix au DLTDC Penthouse en pleine semaine de l'UTMB. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui fait peut-être l'essence du trail running, le dénivelé positif ou négatif. Entre la physiologie, la technique, la stratégie, vous allez tout maîtriser de l'art de grimper ou descendre dans les montagnes. Et pour décortiquer tout ça, j'ai la chance d'être accompagné par deux experts qui, voilà, j'imagine, vous connaissez bien si vous écoutez régulièrement le podcast. À ma gauche, il est le vainqueur en titre de la Diagonale des Fous, premier Français à être descendu sous les 20 heures à l'UTMB. Vous l'avez sûrement reconnu. Mathieu Blanchard, comment est-ce que ça va aujourd'hui à quelques heures du départ? Parce que l'heure où on enregistre, on est vendredi matin et donc l'UTMB 2025 part dans quelques heures. J'imagine que tu es impatient de profiter du spectacle. Salut Guillaume, ça va très bien effectivement. Je suis très impatient de voir ce spectacle. Et puis ouais, j'ai un beau petit FOMO là de ne pas avoir de dossard, mais tant mieux, ça nourrira une belle énergie pour une édition ultérieure. Au moins, tu vas pouvoir profiter. C'est quand même, on peut profiter de la semaine. C'est vrai que. D'ailleurs, tu prends du plaisir là, à assister à ça ou tu es quand même en mode j'aimerais quand même bien aller courir, quoi. Un petit regret de ne pas être aligné. Ouais, bien sûr, je prends du plaisir parce qu'on est aussi une team, hein, même si c'est un sport individuel. On passe toute la semaine avec le team là. Et puis, je sais que quand on est sur les bords de sentier et qu'on envoie les bons encouragements, ça peut jouer dans la tête pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois. Donc, je participe aussi à la course à ma manière et puis je vais aider les amis à aller au bout et éventuellement faire une belle performance. Bon, le plaisir s'alimente du manque, donc voilà, c'est sûr que ce sera que partie remise. Et bien sûr, nous sommes aussi en compagnie de mon acolyte sur le podcast, Tristan Pavlac, coach et cofondateur de Campus Coach, la plateforme d'entraînement. Il est taillé lui aussi, physiologiquement pour le dénivelé positif. Il grimpe comme une petite... Je suis comme Mathieu. Voilà. Je m'inspire, tout pareil. Comment est-ce que ça va toi Tristan? C'est ta première fois en plus. On a un rookie là à la table, c'est son tout premier UTMB. Comment est-ce que ça va là cette semaine? Est-ce que tu as profité du spectacle? Est-ce que tu as pris du plaisir? Qu'est-ce que tu peux nous en dire toi avec tes petits yeux de novice d'ailleurs, moins habitué à ces organisations, ces grosses organisations trail? Ça fait quelques années que tu me dis qu'il faut que je vienne à Chamonix à l'occasion de l'UTMB parce que c'est une belle fête. Et ayant connu d'autres grands événements sportifs comme les championnats du monde Ironman à Hawaï ou d'autres choses comme ça, en réalité, ça n'a rien à envier, quoi. Je trouve que... il y a quelque chose de très précis que les gens qui ne sont jamais venus à Chamonix ne connaissent pas du coup, c'est le fait que les gens qui arrivent sont en fait au milieu de la foule. T'as des barrières tous les 50 mètres, mais sinon c'est juste les gens qui ouvrent la voie pour que les gens passent. Et je trouve que ça donne une atmosphère vraiment unique au lieu. Et sur les encouragements, au final, comme on est dans la ville et qu'il y a des gens qui vaquent à leurs occupations, les encouragements sont les encouragements les plus forts, tous événements confondus que j'ai pu faire sur une course. Ouais, ça donne une ambiance un petit peu Tour de France où voilà, les cyclistes traversent les paysages, quoi. C'est vrai que c'est... Voilà. Tu reviendras l'année prochaine d'ailleurs? Est-ce qu'on te comptera parmi nous? Avec Mathieu dans l'équipe de campus, ça va être difficile de faire autrement, je pense. Ils n'ont pas le choix, c'est une obligation. Justement, messieurs, on va parler ce que je vous propose, c'est qu'on fasse deux parties dans cette émission. On va parler du dénivelé positif en 1 et après on s'intéressera au dénivelé négatif. On va voir justement les parallèles, qu'est-ce qui s'en rapproche ou pas. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par ce que tout le monde redoute sur une course. En tout cas, beaucoup de coureurs redoutent sur une course, c'est le D+. Les montées, c'est souvent là qu'on fait la différence ou qu'on explose. Mathieu, toi qui avales parfois plus de 10 000 mètres de dénivelé positif sur une course, est-ce que tu es d'accord avec cette expression? Le trail, ça se gagne en montée et ça se perd en descente. Oui, je suis 100% d'accord avec cette phrase qu'on entend souvent. La montée, c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment physiologique. C'est là que le cœur va s'emballer, ça va partir au plafond. C'est aussi, ça paraît pas technique, mais c'est aussi technique. On va en parler probablement aujourd'hui, mais il y a des petites gestes à adopter pour pouvoir optimiser sa montée. C'est très spécifique aussi parce que quand on parle de montée, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle d'un chemin de gravel ou type DFCI assez large à 5%? Est-ce qu'on parle d'une montée super raide à 30%? Et vraiment, le trail, c'est ça, c'est une variété, une spécificité vraiment précise.
Et donc voilà, c'est ça. Et puis la descente, en fait, ça se perd en descente parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les pourcentages de différence, que ce soit au niveau élite ou au niveau amateur, en montée, les différences sont beaucoup plus faibles qu'en descente. Les disparités de niveau en descente sont énormes et tu peux avoir des 10, 20, 30% de différence sur une seule descente. Et c'est ce qui montre que la course se perd en descente si on ne maîtrise pas la technique ou qu'on n'a pas tout simplement la musculature adaptée à résister à cette charge excentrique qu'on va avoir pendant, comme tu l'as dit, 10 000 mètres. Négatif aussi, en général, quand une course est une boucle, on l'oublie. On dit l'UTMB, 10 000 mètres de dénivelé positif. On dit toujours ça dans la définition, mais on oublie de dire que si c'est une boucle, il y a 10 000 mètres négatifs aussi. Et puis, il faut pouvoir y résister. D'ailleurs, toi, est-ce que tu te qualifierais comme un bon grimpeur ou un bon grimpeur et descendeur, ou tu penses que tu as encore une marge de progression sur ça? Parce qu'on t'a quand même au début mis, je me souviens de la Maxi Race, et on t'avait mis un petit peu une étiquette de pas exceptionnel sur les descentes, et puis tu avais quand même surpris beaucoup de monde, et le regard à partir de cette course avait quand même beaucoup changé. Je dirais que je suis moyen sur les deux. Ma particularité, c'est surtout la capacité à monter aussi vite ou descendre aussi vite dans la première montée, la première descente, que dans la dernière montée, la dernière descente. C'est ça qu'on appelle la résistance à la fatigue. On peut avoir un super KV, donc un kilomètre vertical en début de course, c'est-à-dire monter à plus de 1000 mètres à l'heure, voire 2000 mètres à l'heure pour certains, et puis être plus capable de monter en fin de course. Donc c'est ça aussi la particularité de l'Ultra Trail, c'est est-ce qu'on est bon grimpeur, bon descendeur sur une seule bosse, ou est-ce qu'on l'est sur l'intégralité de la course? Moi j'ai évolué aussi dans ma carrière. Au début, je dirais que j'étais bien meilleur en descente et je préférais les descentes que les montées, parce que je voyais que je perdais du terrain sur les montées et j'en gagnais sur les descentes. Mais aujourd'hui, le trail a évolué et puis les athlètes s'entraînent tellement fort que finalement, pour nous, à l'avant de la course, les montées, c'est le moment où on souffre le moins finalement. C'est juste cardiaque. Et aujourd'hui, les descentes vont tellement vite, même sur un 100 miles, on va en fait à bloc. Que ce soit un 40 bornes ou un 170 km, ça va à la même vitesse. Et c'est super douloureux les descentes. Voilà. Avant, pour moi, c'était le moment où on récupère, on regarde un petit peu le paysage. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit que je redoute le plus, parce que je sais que ça va aller très vite et que ça va faire mal. C'est intéressant, c'est vrai qu'il ne faut pas dégrader, parce que tu le dis, voilà, si on est très bon sur les premières côtes et qu'après 100 km ça devient compliqué, effectivement, et puis aussi sur le plat, parce qu'il faut aussi être capable de, sur le plat, pouvoir relancer après une montée. Et là on voit, c'est toute la finesse justement de l'ultra, c'est ta capacité à bien conserver ta qualité musculaire, et ça fait souvent exactement. Et puis un exemple hier sur l'OCC, une course que j'ai suivie, j'ai regardé un petit peu la tête de course masculine qu'on voyait sur le live. Les 3-4 premiers gars, on voyait Jim Wamsley, Peter Engel, puis ils ont fait la descente, la Calais vers Martigny à bloc sur la route, et d'autres athlètes sont restés un petit peu plus modérés juste derrière. Et puis quand on a vu la montée suivante vers la Balme, Jim a un petit peu craqué, il s'est fait reprendre par un athlète qui avait été un peu plus conservateur sur cette descente vers Martigny. Donc voilà, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est la capacité à maintenir sa vitesse sur l'intégralité de l'événement. La ligne d'arrivée, c'est l'arche d'arrivée, c'est pas le ravito intermédiaire. Quelque chose qui est assez typique du trail, c'est en course sur la route ou des choses un peu plus normées, on va dire. On parle de durabilité juste physiologique, de plus le temps avance dans l'effort, plus notre profil physiologique va se dégrader. En trail, ce qui est très particulier, c'est qu'il y a une triple durabilité. Il y a celle physiologique, il y a celle musculaire, et il y a aussi la lucidité. Ouais, parce que c'est pas qu'une question, la descente, j'imagine, de mes jambes ça va, c'est aussi d'être assez lucide pour avoir les bons appuis, pour garder la confiance. Ouais, je me souviens par exemple de ta diagonale des fous, où la spécificité c'était vous terminez la course avec le chemin des Anglais, et en plus, souviens-toi, il avait beaucoup plu, et le chemin des Anglais, donc c'est des roches volcaniques, donc c'est extrêmement glissant. D'ailleurs, tout le public qui montait, c'était vidéo gag, tout le monde se cassait la gueule, quoi. Et moi, je me souviens, je me suis dit, mais comment après plus de 120, 130 km, tu dois faire gaffe en fait où tu mets les pieds à pas glisser. T'imagines la torture en fait. Et c'est vrai que au niveau cognitif, après 130, 140 km,
D'ailleurs, pour regarder le paysage. Est-ce que c'est là où arrivent les accidents? Souvent, c'est les chutes, j'imagine que c'est plus en fin de course qu'en début. Oui, vraiment, c'est toute une histoire de durabilité mentale, de lucidité, puisque le cerveau, c'est le pilote. C'est aussi parfois du réflexe qu'on ne contrôle pas de manière inconsciente sur des appuis où on est un petit peu moins lucide, et donc ça joue énormément dans l'équation. Juste une petite anecdote, justement pour illustrer ce qu'on dit avec ces histoires de durabilité physiologique, musculaire et mentale. Tu vois, sur la Diagonale des Fous l'année dernière, je me souviens, ça commence par une longue montée à partir de Saint-Pierre, et je me souviens que dans cette montée, ces 15 bornes de montée, il y a beaucoup d'athlètes pros autour de moi qui ont un contrôle respiratoire beaucoup mieux que moi. Je me souviens d'être plus essoufflé qu'eux, donc ils sont clairement plus à l'aise que moi d'un point de vue physiologique et probablement musculaire. Et quand tu mentionnes le chemin des Anglais, donc on est quasiment à l'arrivée, on est à peu près à 160 km de course, il en reste une dizaine. Je me souviens que le camrunner qui est derrière moi, il me dit Ouah, Matt, c'est impressionnant, ça fait plus de 5 ans que je filme la course et j'ai jamais vu un athlète en tête de course courir en montée sur le chemin des Anglais. Donc ce qui montre bien que oui, je suis un petit peu plus dans le dur peut-être dans la première montée, mais dans la dernière, je suis peut-être le seul athlète qui avait été capable de encore courir, donc maintenir à peu près la même vitesse que j'avais dans la même montée. Et on parle vraiment de notion de durabilité qui est fondamentale pour des épreuves d'ultra-endurance. C'est dommage parce que sur les lives, on ne se rend pas forcément compte de la vitesse. C'est un peu comme en F1 ou sur MotoGP. La caméra, en fait, je ne vais pas dire elle ralentit l'image, mais ça n'a rien à voir que quand tu es en bord de piste où tu ne vois pas les motos ou les voitures passer, quoi. Tu vois juste des espèces de flashs. Et c'est vrai que sur la vidéo, on ne se rend pas compte des descentes à la vitesse auquel laquelle les coureurs vont. Si vous avez un jour l'occasion de vous mettre sur une belle descente, voilà, il faut un petit peu avancer parce que souvent, ce n'est pas là où elles sont plus proches des points de spectateurs. C'est assez impressionnant à voir. On va reparler des descentes justement, mais là, on va revenir un petit peu sur les montées. Tristan, si on prend le côté scientifique, est-ce que les qualités physiques qui permettent d'être fort sur le plat sont les mêmes que celles qui servent à être fort sur la montée? Parce que je crois savoir qu'il y a quand même une histoire de VO2 max. On le voit d'ailleurs en cross-country. On voit d'ailleurs les athlètes qui font de la piste. Alors, je ne dis pas le 800 parce que les coureurs de 800 font énormément de côtes. Mais voilà, quelqu'un qui va faire du 10 000, 5 000 mètres, il ne va pas forcément faire de la côte. Et pourtant, sur cross, il y a quand même des belles montées. Ils arrivent à être très efficaces. Et d'ailleurs, les coureurs sur route, surtout les trails courts, sont quand même plutôt bons. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes premiers trails sur les montées, j'avais rien à rougir des trailers. C'était plutôt sur les descentes où je me faisais allumer. Alors oui, il y a des capacités des capacités qui sont transversales. Tu as parlé de VO2 max, mais de manière générale, tout ce qui va être cardiovasculaire, tout ce qui va être central va être transversal à toutes les activités. Mais là, on parle du trail à la course sur route, mais ça serait pareil entre le trail et le vélo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trailers qui font du vélo, le vélo et la course à pied. Donc voilà, il y a des caractéristiques centraux cardiovasculaires qui sont transversales, et après il y en a qui sont spécifiques aux activités. Pour grossir le trait, pour comprendre, enfin que tout le monde puisse comprendre, sur la course sur route, l'enjeu c'est de rebondir. Donc il va y avoir un enjeu d'économie de à quel point est-ce que je suis capable de renvoyer de façon élastique de l'énergie sans avoir besoin au niveau musculaire de reproduire cette énergie. Donc à chaque impact, en fait, il y a 50% de l'énergie, on va dire, on va nécessiter de le reproduire musculairement, mais les 50% qui restent, on les renvoie de façon élastique. Alors 50 plus ou moins en fonction de si on est efficace, de notre économie, etc. Donc voilà, alors qu'en revanche, en montée, à partir du moment où plus la pente devient raide et plus on ralentit et plus on marche, moins l'enjeu élastique va arriver et plus ça va être du 100% musculaire et plus on va se rapprocher en fait, d'un effort très proche du cyclisme qui lui aussi est très musculaire, et d'où aussi le transfert qui est accru entre vélo et trail par rapport à vélo et course sur route. Donc, s'il y a une côte qui est pas trop raide, le coureur sur très rapide va être très performant, mais plus plus que le pourcentage augmente, et moins c'est transférable, si j'ai bien compris. Tant que tu rebondis, les enjeux élastiques sont
connexes aux deux, moins tu rebondis, moins c'est le cas. Mais Ma- si tu as un gros cœur, quoi qu'il arrive, Oui. ça va t'aider. Bien sûr. Mathieu, toi, qu'à un moment donné, tu as fait un petit cycle sur route, on t'a vu aussi sur marathon, et puis à la base, tu avais fait aussi des marathons avant de venir sur trail. Est-ce que du coup, tu as senti quand même que ce petit travail t'a quand même aidé sur les côtes, on va dire, qui excèdent pas les 20%? Est-ce que tu as quand même senti, tu dis à un moment donné, j'ai eu un déclic, est-ce que ça t'a quand même aidé, ce travail sur route, sur cette partie-là? Oui, bien sûr. Alors encore une fois, c'est sur le degré de pente. Courir à plat sur la route, ça va aider forcément pour les portions de plat sur le trail. De manière très concrète, quand on court sur route rapidement, on va avoir des ouvertures de hanches, c'est-à-dire l'angle entre les deux jambes beaucoup plus grand que quand on court en trail. Donc il y a un travail aussi au niveau voilà, de la mobilité et de la flexibilité des hanches et puis de la structure qu'il y a autour, moyen fessier, psoas. Et c'est vrai qu'au plus on court vite, au plus quand on revient à des vitesses moindres sur le trail, qui sont quand même rapides, on va avoir une meilleure économie de course, donc une meilleure économie de l'énergie. Maintenant, on rentre dans le détail. Je vois que ça m'aide effectivement sur des degrés de pente très faibles et puis des pentes aussi où il y a peu d'enjeux techniques, c'est-à-dire de rochers, de racines. Mais c'est quand même presque la majorité. Enfin, finalement, les grosses côtes très vénères, il y en a quelques-unes, mais sur les 170 km, c'est quand même un pourcentage assez élevé, quand même, ce type de côte. Alors ça dépend vraiment des courses, Ouais. mais si on parle de l'UTMB, effectivement, ça va être des côtes avec des degrés de pente globalement peu élevés. On est souvent sur du 7, 10%, 15% grand max, et souvent des pentes aussi avec peu de pierres où on lève pas beaucoup les jambes et où on peut justement utiliser ce rebond élastique, cette structure au niveau du tendon d'Achille et du mollet qui va nous permettre de rebondir et voilà, d'avoir une efficacité de course meilleure que quand on est sur le pur musculaire un petit peu plus sur des pentes un peu plus élevées où on va rentrer dans une contraction purement concentrique comme celle qu'on a en vélo finalement et donc c'est ça. Ouais, ou la western, j'imagine aussi, où là, c'est Exact. des courses vraiment très très fortes. Juste une petite anecdote aussi, quand on regarde justement, il y a une course qui est assez connue aussi dans le milieu du trail, qui est Sierzinal en Suisse, et beaucoup de coureurs de route s'y frottent chaque année, des très très bons coureurs de route, parfois les meilleurs au monde. Et effectivement, on remarque que la course commence par une grosse montée avec des degrés de pente évolutifs, et en général, les coureurs de route réussissent à atteindre le plat en haut, la portion plate, avec les coureurs de trail, ce qui montre que leur qualité musculaire, physiologique leur permet de se battre avec les meilleurs trailers au monde sur cette partie-là. En revanche, on voit que quand ils passent sur une autre phase de course qui est le plat et puis ensuite la descente, c'est là qu'en général ça craque. Donc il y a quand même encore une fois un enjeu de durabilité. Ils sont censés être meilleurs que les trailers quand ils arrivent à plat en haut, mais en général, c'est là qu'ils craquent et qu'ils se font reprendre par les purs trailers parce qu'ils ont sûrement trop sollicité leur structure musculaire dans la première montée. Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que on entend énormément, quand on parle un peu avec des gens qui s'y connaissent un peu sur trail. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand je me suis intéressé à cette discipline, parce que finalement, moi, ça fait que 5 ans, hein, je suis assez nouveau, donc j'ai beaucoup demandé, j'ai beaucoup essayé de me renseigner sur les spécificités du trail, et quelque chose qui revenait beaucoup, que ce soit pour les coureurs, tu vois, par exemple, je pense à Rémi Bonnet, on me l'a encore dit, donc qui vient plutôt du Golden, donc des formats très courts avec un profil hyper aérien, très puissant, ou même on peut citer El Ouzine. Donc Rémi annonce qu'il va passer sur Ultra, et ce qu'on m'a dit, c'est mais il va falloir qu'il apprenne à pas courir en montée. Et souvent, c'est ce qu'on a aussi reproché à Jim ou à Tom Evans, en disant, en fait, finalement, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas ne pas courir en montée. Est-ce que c'est vrai ça, ou c'est un mythe Alors oui, effectivement, sur l'ultra trail, de toute façon, on le voit, hein, tous les meilleurs coureurs au monde, et y compris des coureurs qui aiment courir et qui sont aussi des très bons coureurs sur route, comme Jim Walmsley pour ne pas le citer, ils marchent aussi sur un ultra trail. En fait, l'idée sur un ultra trail, c'est d'utiliser toutes les possibilités physiologiques et musculaires qu'on a pour répartir la charge à l'échelle de la course. Et donc, c'est une alternance de course et de marche, effectivement. Et puis, aujourd'hui, on voit que c'est très compliqué
de courir dans les dernières montées d'une course parce qu'en fait la fatigue physiologique est énorme et tandis que l'endurance musculaire est beaucoup plus grande. On peut disons passer beaucoup plus de temps dans des zones d'intensité plus faibles que dans des zones d'intensité plus hautes et en général courir demande un petit peu plus d'intensité au niveau cardiaque et donc c'est la raison pour laquelle il faut marcher. Là au moment où on enregistre, on est en train de regarder un petit peu un live de la CCC, on a les meilleurs coureurs au monde qui sont devant nous, ils sont en train de marcher pour monter à la tête de la tronche alors que voilà, c'est des coureurs qui sont probablement capables de courir des marathons en dessous de 2h20, donc c'est quand même des très très bons coureurs et puis on les voit marcher. Alors, c'est intéressant juste par rapport à Jim ce que tu dis, parce que quand on le voit courir, n'importe qui peut observer qu'il a d'excellentes qualités élastiques. Et donc, justement, même lui qui a ses qualités, quand il arrive sur certaines montées, il doit se dire je suis bien meilleur d'un point de vue élastique que mes concurrents, mais je vais quand même devoir varier mes motricités pour m'aligner sur quelque chose de plus musculaire, la marche. Ou même François Daen, c'est exactement la même chose avec François. Donc peut-être que justement, il y a même eu une évolution où quand tu es très très fort dans un domaine, tu as envie de persister dedans, sauf quand c'est la limite. Et ça m'a fait penser aussi, tu as parlé donc, de Cerzinal, et de dire, ça serait intéressant de voir si les coureurs sur route sont à la même intensité relative que les coureurs sur trail, ou si justement ils compensent pour rester avec la tête de course. Mais même s'ils sont à la même intensité relative, ce dont je doute quand même, parce que je pense qu'en compétiteur, ils veulent rester avec la tête, etc. Sur d'autres activités comme le triathlon ou comme l'Aerox, il y a vraiment cette notion de... Alors en Aerox, c'est le run compromis, et en triathlon, c'est juste courir après le vélo, qui n'a pas de nom particulier, où à partir du moment où on a une énorme fatigue musculaire, repasser sur une motricité élastique est très particulière. C'est-à-dire que juste courir ou courir avec les muscles fatigués, c'est vraiment pas la même chose. Ça nécessite d'être travaillé. Je sais, ça se fait naturellement, j'imagine, en trail, en alternant montée et plat, mais c'est intéressant de remettre ça en comparaison avec d'autres activités. Alors là, déjà, on a mis le doigt sur quelque chose de central, c'est la qualité musculaire et donc, les capacités musculaires, la qualité musculaire et ta capacité à ne pas dégrader du muscle. On est d'accord. Justement, techniquement, Tristan, sur le D+, quelle chaîne musculaire on va activer et est-ce que tu peux aussi peut-être un peu plus nous détailler biomécaniquement comment est-ce que ça se passe et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour conserver cette qualité musculaire? Est-ce que c'est que génétique ou on peut aussi, je sais pas, en mangeant des bonnes protéines? Comment ça se passe quoi? Aide-nous parce qu'on voit que c'est quand même la clé. Là, on est sur vraiment des qualités musculaires. Alors, les muscles qui travaillent, on est quasiment sur une triple extension. On est sur une motricité qui est très proche d'un mouvement de fente ou quelque chose comme ça. Donc, on est sur grand fessier, ischio-jambier, quadriceps et mollet. Grosso modo, je pense que ça dépend certaines personnes. Par exemple, je sais que sur la chaîne postérieure, entre ischio-jambier et grand fessier, selon les personnes, il y en a qui vont avoir un ascendant parce que les deux, en fait, ont le même rôle au niveau de l'extension de hanche. Donc, en fonction des personnes, il y en a qui font plus ou moins forcer avec le fessier, plus ou moins avec le quadriceps. Ça, pour le coup, c'est 100% génétique. On peut le reprogrammer à la marge, mais quand on a un point fort musculaire, ça reste un point fort musculaire, quoi qu'il arrive. Juste un petit point par rapport à ça, j'apporte une petite expérience personnelle pour ce point-là très précis. Quand j'ai commencé le trail, j'avais jamais vraiment fait de renfort musculaire du cadre inférieur, enfin des jambes. Et quand je montais, en fait, ça me brûlait tout le temps au niveau des quads. C'est les quads qui saturaient et je sentais absolument pas mes muscles fessiers. Et le jour où je me suis mis à faire des squats, des fentes, où j'ai commencé à activer mon muscle fessier, j'ai remarqué que c'est le muscle fessier qui a pris le relais dans les montées. Et aujourd'hui, le premier muscle que je ressens quand je monte, c'est mes muscles fessiers et non plus mes quads. Donc effectivement, on peut le reprogrammer, comme tu dis, avec le temps. Et puis j'ai la sensation que le muscle fessier est plus endurant et plus costaud pour encaisser les montées, et il me permet aussi d'économiser un petit peu mes quads, on le parlera peut-être après, qui sont souvent utiles pour la descente. Mais oui, parce que c'est pour ça qu'on parle de groupe musculaire, et même sur le marathon, le muscle fessier il est important. Pour ça, souvent en prépa marathon, on a un peu mal des fois sur le niveau du fessier parce que ça compense, et puis c'est pas en plus un muscle qu'on va beaucoup solliciter, enfin, c'est pas un muscle qu'on va beaucoup travailler en courant contrairement à d'autres, donc effectivement s'il y en a bien qu'il faut par du renforcement musculaire travailler, c'est celui-là. Juste pour revenir, alors tu as 100% raison, c'est beaucoup plus simple sur un mouvement, par exemple quadriceps et ischio-jambier, je l'ai dit, ça ressemble à un mouvement de fente, et en fait les deux n'ont pas la même action parce que le quadriceps il fait une extension de genou et le grand fessier il fait une extension de hanche.
c'est beaucoup plus simple de reprogrammer pour quand il y a deux muscles qui font une action différente, dire ok, est-ce que c'est 50-50, est-ce que c'est 70-30, alors que quand tu as deux muscles qui font exactement le même mouvement, là en général, c'est pas vraiment reprogrammable. Donc tu as 100% raison. Surtout si ce que tu dis, le quadriceps, il te sert à d'autres parties de la course, donc tu as peut-être même volontairement intérêt à essayer de le préserver un peu en montée pour t'en servir un peu plus tard. Et j'y pense aussi mentalement. Quand je monte, en fait, je me concentre un petit peu comme on a la muscu. Parfois, faire un renfort en salle, on pense aux muscles, on dirait qu'ils se recrutent un petit peu plus. Et quand je suis en montée, je force, je pense vraiment consciemment à recruter mon muscle fessier plus que mes quads ou mon ischio-jambier pour utiliser ce muscle-là qui, j'ai l'impression, c'est vraiment empirique sur la sensation et plus endurant et plus adapté à pouvoir monter fort que les autres muscles. C'est intéressant, on parle aussi de qualité musculaire et tu vois, je fais un petit parallèle avec l'équipement aussi, parce que c'est important d'en parler. Et tu vois, dans les nouvelles chaussures avec les mousses PBAM et plaques carbone, on sait aujourd'hui que, notamment sur marathon, justement, ça permet de limiter la dégradation du muscle sur la fin, parce que souvent, on nous l'a vendu cette chaussure question un peu de propulsion, tu vois, ça va pousser vers l'avant. Au début, on disait elles ont des moteurs dans les chaussures, alors qu'en fait, l'essentiel, c'est cette capacité à conserver du muscle. Et on le voit notamment, beaucoup de coureurs s'entraînent sur piste avec, parce que justement, ils ont moins de courbatures, ils ont moins de douleurs musculaires. Est-ce que sur trail, du coup, toi, tu remarques, on voit de plus en plus de chaussures avec ces nouvelles mousses. Est-ce que peut-être dans le futur, avec l'évolution, voilà, il y a, tu vois, Jim, il y a même Ludovic Pomeray, il est vraiment très satisfait de ce type de chaussures. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Alors oui, effectivement. Alors si on est encore dans la thématique ça va vraiment dépendre aussi de quelle partie de la course on parle dans l'utilisation de ces super mousses. Là, si on reste typiquement sur les montées, non, je vois pas davantage, parce qu'en fait, on est vraiment sur, si on fait une mesure d'impact, une mesure de force au niveau du sol, ça écrase en fait. On n'utilise pas cette restitution d'énergie que peut offrir la mousse et cet amorti aussi, puisque voilà, soit on marche, soit quand on court, c'est vraiment des petits pas peu prononcés. En revanche, si on regarde sur le plat ou en descente, on va avoir un amorti, une restitution de l'énergie qu'on va avoir voilà, dans le pied, qui va réduire un petit peu la charge sur le cadre inférieur et qui va effectivement avoir un avantage. Maintenant, avec mon expérience et la manière dont je vois les choses aussi, c'est intéressant de temps en temps à l'entraînement aussi de revenir sur des chaussures que je qualifierais d'un petit peu plus minimalistes sur la taille des stacks et puis les technologies de la chaussure pour justement pouvoir travailler ce qu'on appelle la qualité de pied dans le langage de la route. Ça fonctionne aussi dans le trail. Le pied est fait de dizaines de petites articulations. C'est vraiment un système d'horlogerie très complexe. Et en général, ces grosses chaussures viennent un petit peu éteindre toutes ces particularités qu'ont le pied, qui sont vraiment fabuleuses et qui peuvent être très très utiles. Donc j'aime dire qu'un pied en santé, c'est un corps en santé. Donc voilà, c'est bien aussi à l'entraînement, à monter en descente à plat de temps en temps, de revenir sur des chaussures un petit peu moins technologiques pour garder cette qualité de pied et pour aussi éventuellement garder cet effet kiss cool, comme j'aime l'appeler, de la super chaussure, parce que si on s'entraîne 100% du temps avec la super chaussure, le jour de la course, en fait, on s'est un petit peu habitué à ces effets-là et on le ressent un petit peu moins. Mais c'est intéressant parce qu'on a peu de... Évidemment, c'est que ça fait quoi ? Ça fait 2020, ça fait 5 ans que ces chaussures, elles ont été très bien démocratisées et elles ont été adoptées par souvent des gens qui font de l'athlé, donc qui courent depuis 12-13 ans. Donc toutes ces qualités, ils l'ont déjà développées. Et puis en plus, à l'époque, on courait avec les strecks ou les pointes. Donc voilà, au niveau la qualité musculaire, tu as beaucoup développé. Et donc eux, ils sont dans une logique de conservation, ils l'ont. Mais par contre, toutes les nouvelles générations, tu vois, qui travaillent plus justement avec ces chaussures plus minimalistes entre guillemets, ça sera curieux de voir qu'est-ce que ça va donner justement dans 15 ans, parce qu'ils n'ont pas cet historique, un peu comme tu vois sur la vitesse, quand tu viens de la vitesse, sur trail tu as juste à faire quelques petites séries pour la conserver et c'est facile. Si tu n'en as jamais fait, tu es obligé de passer par ça. Donc je pense que ça sera intéressant de voir dans les générations jeunes de coureurs, alors on parlait d'ailleurs de ton futur adversaire, de voir un petit peu s'ils abusent de ces chaussures là. Je pense qu'effectivement il y aura un souci.
Tristan, si on veut développer un peu justement par des exercices de musculation, tu vois, ces qualités musculaires pour, dans une optique d'être plus performant, peut-être quel exercice tu pourrais nous conseiller? Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il faut aller en salle? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, parce que tout à l'heure, tu as dit, est-ce que on est destiné à être fort en montée ou est-ce qu'on est destiné à être nul? Donc, on l'aura compris, il y a des gens qui ont des très bonnes qualités musculaires vont être favorisés et d'autres qui vont avoir des qualités plus ligamenteuses et tendineuses, etc., vont avoir des très bonnes qualités élastiques. Mais quelle que soit la position sur le spectre, on peut bouger et on peut progresser. N'importe qui a fait de la musculation un peu assidûment, au début, il a une barre de 40 kg sur les épaules, il est écrasé. Puis au bout de quelques mois ou quelques années, en fait, il peut faire des centaines de répétitions avec. Donc évidemment, tout le monde peut progresser et dans une marge de progression qui est bien plus grande que ce que la majorité des gens pensent. Donc même si on se compare à un champion du monde, on en restera toujours loin, la marge de progression est énorme. Après, si tu me parles d'exercice, moi je parle toujours dans une activité il y a un développement spécifique et un développement non spécifique, mais quel que soit le développement qu'on choisit, les deux en fait ont le même bénéfice. Développement spécifique, on monte, on fait des côtes en trail, et développement non spécifique en salle de musculation, tu l'as dit. Et donc là, soit ça va être des mouvements globaux, polyarticulaires, on pourrait dire, qui vont être donc de la triple extension. Ça peut être, alors en unilatéral, c'est encore plus spécifique, mais donc mouvement de fente, que ça soit fente arrière, fente marché, fente bulgare, tous ces déclinaisons-là. Mais même des mouvements de squat, où en général, on va pouvoir mettre plus lourd et on va être sur des motricités un petit peu différentes. Alors tout le monde n'aura pas la mobilité, ou alors n'aura pas le temps de développer la mobilité nécessaire pour faire ce mouvement-là. Souvent, les fentes sont beaucoup plus accessibles. Donc ça, je pourrais les conseiller. Et ensuite, on pourrait aller sur des mouvements annexes. Donc typiquement, ça va être soit travailler articulation par articulation. Si par exemple, en fin de séance en général, on a un mouvement global et puis après on peut aller sur des petites articulations. Je pense qu'en trail, même travailler son mollet, ça va être utile même en montée. Je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Mais ça peut être de l'extension de jambes si on veut focaliser sur le quadriceps en fin de séance. Alors attention quand même, parce que le problème c'est que vouloir faire trop de mouvements en musculation, on finit par avoir trop de courbatures et après ça vient dégrader nos entraînements en course à pied. Et comme ce qu'on veut c'est courir, en général je préconise de ne pas faire trop de séries ou trop d'exercices sur un même sur un même groupe musculaire. Donc attention à ça quand même. Mais voilà, par exemple, sur la montée, un mouvement de hip thrust, ça peut être un bon mouvement d'assistance. Je sais pas qu'on peut dire hip thrust, on met ses épaules sur un banc et on fait des relevés de bassin. Même si c'est un mouvement qui est beaucoup plus... Tu vois, j'inverserais, en fait, c'est marrant. Sur course sur route, je mettrais hip thrust en 1. Parce que c'est un mouvement propulsif vers l'avant, on va énormément travailler son grand fessier. Et là, pour le coup, c'est très spécifique à la route. Et je mettrais les fentes et le squat en 2. Et sur le trail, je ferais l'inverse. Je mettrais en 1 fente, squat, etc. Et je mettrais en 2 le hip thrust. Parce que le travail de la chaîne postérieure est quand même hyper importante avec grand fessier et ischio-jambier. Tu fais combien de séances de renfo, toi, à peu près En moyenne, sur l'année, j'en fais 2 par semaine. Ouais, Puis voilà, moi, je fais des séances de renfo qui sont pas ce que j'appelle des airs muscu, un petit peu comme la air guitare. Je vois beaucoup de personnes qui font des séances de renfo pour faire des séances de renfo parce qu'il faut le faire et parce que c'est à la mode. Mais quand je fais des séances de renfo, je charge. Voilà, souvent, quand c'est loin de l'objectif, je charge très très fort. Et même assez proche, je charge un petit peu moins, mais c'est quand même assez sollicitant. Et je remarque que le lendemain et le surlendemain, j'ai souvent des sensations, comme vient de le dire Tristan, pas forcément courbaturées parce que j'ai l'habitude, mais manque d'énergie. Et puis même au niveau nerveux, c'est une bouteille qui se remplit et qui se vide. Et puis quand tu as épuisé la bouteille avec ton nerveux pour pousser des gros squats à la salle, le lendemain, c'est compliqué de courir. Donc 2 par semaine, ça suffit largement pour moi. Et je vais chercher le gain que j'ai besoin dans ces séances-là. Tu fais bien de le préciser parce que souvent, quand on dit il faut faire attention à ne pas surcharger les groupes musculaires, etc., ça ne veut pas dire de ne pas mettre lourd. Et au contraire, on peut même mettre très lourd, mais en fait, être sur des fourchettes de répétitions assez faibles, 5, 6, 7, 8 répétitions, mais juste rester loin de l'échec relativement. Donc on va quand même forcer, mais on va pas forcer autant qu'on pourrait le voir sur un athlète de force type haltérophilie, où vraiment c'est quasiment une répétition max à chaque fois. Et il y a besoin de prendre 3-4 secondes entre les répétitions parce que sinon on va s'écrouler. En fait, c'est en s'éloignant de l'échec qu'on peut réussir à se préserver musculairement, mais ça ne veut pas dire pas courbaturé. C'est là où des formats, je sais pas si tu en fais, mais ce qu'on appelle des EMOM, où en fait on fait très peu de répétitions. Par exemple, on va faire 2-3 squats, mais on en fait toutes les minutes pendant 10-12 minutes. Et ça, c'est un format qui en général
permettent de charger très lourd et de diminuer les courbatures. Donc en fait, on commence à trouver aussi dans préparation physique des formats qui permettent de limiter les courbatures en mettant des très grosses contraintes, parce que c'est ça qui permet aussi d'adapter les tendons et d'autres structures hyper importantes en course à pied et en trail. On parle beaucoup des muscles fessiers, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé non plus de la posture, on n'a pas parlé le placement du bassin, ou même le gainage. Finalement, je suis assez surpris que ça... est-ce que tu fais attention, toi, à ce genre de choses? Est-ce que tu as une posture particulière? Est-ce que tu vas travailler aussi peut-être plus spécifiquement le gainage? Parce que ça revient souvent, ça aussi, quand on nous parle de renfort ou des spécificités du D+. Oui, alors il ne faut pas trop hyper intellectualiser la position en montée ou en descente, parce que c'est déjà assez complexe, tous les petits paramètres qu'il y a à gérer, et puis il y a énormément aussi d'éléments qui vont nous permettre de progresser en s'y concentrant dessus, autre que la position. Je dirais que ça devrait arriver de manière assez naturelle avec le temps. On a tous un petit peu nos spécificités mécaniques, physiologiques. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on remarque à la fois en montée ou en descente, c'est que le corps humain est bien fait pour être assez flemmard, assez dans la protection. Donc en général, quand le corps va recevoir, et puis le cerveau, une charge due à l'effort qu'on est en train de faire, il va un petit peu se fermer pour se protéger. On voit souvent en montée, par exemple, on va se pencher beaucoup en avant, voire même fermer les épaules autour des poumons. Donc l'idée, oui, c'est surtout ça, c'est de se dire qu'on va avoir besoin de faire rentrer beaucoup d'air et d'être le plus détendu possible sur les zones qui ne sont pas en train de travailler, notamment le haut du corps, si on n'utilise pas les bâtons. Et donc de penser simplement à ça, d'être assez ouvert pour faire rentrer le maximum d'air et être le plus détendu possible pour pouvoir monter. Tu vas ajouter quelque chose, Tristan, peut-être sur la partie gainage ou posture Sur la partie position, moi, je pourrais plus avoir un point de vue presque biomécanistique dessus, et je pourrais te poser... j'ai 3 questions qui me viendraient en tête par rapport à la posture. La première, en montée, ça serait, tu vois, si on compare à d'autres activités comme le sprint ou ce genre d'activité, une chose qu'on essaye à tout prix, qu'on recherche à tout prix, c'est l'alignement des articulations, parce que justement, à partir du moment où il y a une cassure donc par exemple, je prends sur un départ en bloc, quand la personne va s'éjecter des blocs, et on va faire en sorte que la cheville, la hanche et les épaules sur l'extension complète soient alignées pour justement diriger les énergies dans la même direction et qu'il n'y ait pas de déperdition, parce que si par exemple tu es cassé au niveau de la hanche, tu as une perte économique. Est-ce que cet alignement, on essaye de le rechercher en trail particulièrement, dans montée, c'est cette efficacité en alignant les segments, ou pas forcément? Alors là, c'est une question très précise, mais effectivement, on remarque que quand on brise l'alignement, qu'on se penche un petit peu en avant, on va avoir un avantage, c'est de jouer avec la gravité. Donc la gravité, lorsqu'on combat la gravité de manière très légère, ça va nous aider à nous propulser vers l'avant. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on va tout de suite avoir des douleurs au niveau des lombaires qui vont venir se charger, ce qu'on peut ressentir aussi parfois en vélo. Donc ma réponse serait, en fait, encore une fois, dans une optique de répartition de charge, de jouer sur les 2 tableaux. Dans la pente, de temps en temps, de se pencher légèrement en avant, donc pas être aligné, pour jouer un petit peu avec cette gravité. Et quand on sent qu'on commence à un petit peu charger là sur le bas du dos lombaire, de se redresser, d'être aligné, comme tu le dis, sur une poussée pour pouvoir décharger et être efficace dans une autre direction. J'imagine qu'il y a des gens, parce que le but, ça serait d'avancer le centre de gravité, je comprends. J'imagine qu'il y a des gens qui avancent leur torse, mais qui reculent leurs fesses, et donc en fait qui se penchent outre mesure et qui perdent de l'énergie là-dessus. Exact, et puis c'est aussi toute une question d'ouverture de hanches. Pour certaines personnes, c'est difficile d'avancer les hanches quand on est assez peu mobile à cette zone-là. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose quand on commence l'activité et qu'on essaie de progresser. Mais après quelques années d'expérience, la position se met de manière naturelle, le corps se construit autour de notre mécanique naturelle, et puis c'est quelque chose auquel on pense plus. Tu parles beaucoup de gainage. Le gainage, en fait, se fait naturellement aussi quand on commence à utiliser un petit peu des bâtons, quand on fait des mouvements comme des squats automatiquement pour pouvoir tenir la barre sans se plier, on se gaine.
Et c'est bien d'être gainé, mais c'est pas quelque chose qu'il faut penser et être hyper contracté au niveau du corps. C'est ORE, donc tout ce qui va être muscles abdominaux, latéraux, dorsaux. Et puisque c'est intéressant aussi, encore une fois, dans une optique de libérer la respiration, d'être capable d'avoir une respiration aussi ventrale et pas uniquement thoracique, puisque voilà, souvent c'est moins demandant en termes d'énergie. Et puis aussi, on porte des sacs de trail souvent qui sont serrés avec des systèmes d'attache, d'élastique, et c'est souvent un petit peu plus difficile à cause de ces sacs et souvent qui sont chargés aussi avec du matériel, de respirer sur du thoracique que du ventral. Donc être gainé, mais sans être trop rigide au niveau du bas du ventre, c'est un avantage aussi sur la partie respiratoire. Ouais, et puis le gainage, c'est aussi pour la relâche. Parce que si, en plus, je pense que j'imagine, tu te tends énormément quand tu es en côte. On les voit, tu vois, les coureurs, notamment les coureurs amateurs, ils sont très serrés, ils ferment les dents, tu sais, ils sont là. Et donc, forcément, ça, en termes d'économie de course, tu vas te rajouter un handicap en plus. Parce qu'il me reste une dernière question sur la technique. Oui, tu en avais 3. Parce que, alors la deuxième que je poserai pas particulièrement, tu me diras, c'est tout à l'heure, tu nous as dit que tu activais plus les fessiers, et d'un point de vue mécanique, on sait que l'un des moyens d'activer plus les fessiers, c'est de se pencher en avant, justement. Mais tu dis en même temps que toi, tu penses pas vraiment à ta position. En fait, le fait qu'aujourd'hui, tu utilises plus tes fessiers, c'est plus un truc qui s'est programmé petit à petit. Alors, effectivement, on peut plus ou moins activer les fessiers. Alors, tu vois, c'est pas forcément sur l'angle de penchement où je choisis d'activer les muscles fessiers. Ça va être plus sur l'amplitude des pas, notamment sur la marche. Tu vas pouvoir faire des petits pas ou des pas beaucoup plus grands. Et dans une optique où je sais aujourd'hui par expérience que mon muscle fessier est beaucoup plus endurant que le reste, quand je marche volontairement et consciemment, je fais des grands pas. Plutôt que des petits pas, parce que je sais que sur un grand pas, c'est cette partie-là qui va être recrutée plus qu'une autre. Ouais, tu plies peu le genou, par contre tu vas chercher l'amplitude au niveau de la hanche en agrandissant le pas. Exactement. Okay. Dernière question, quand on parle d'efficacité, donc soit on aligne les segments pour éviter de perdre, mais il y a aussi une autre stratégie, c'est de désactiver totalement une articulation. Et là je pense particulièrement à l'articulation de la cheville. Est-ce que ça t'arrive en montée? Parce que quand on voit, très souvent on est sous la pointe des pieds parce que la pente s'y prête. Est-ce que ça t'arrive de poser le talon en te disant si j'ai la mobilité de poser le talon, je désactive totalement ma cheville, donc je ne me sers pas de mes mollets et ça va me servir plus tard sur le plat ou sur la descente? C'est une excellente question et je te remercie de la poser, parce que tout à l'heure quand tu parlais de mollets, j'ai failli te couper pour t'en parler. Donc oui, c'est une très très bonne question. Et alors ça, c'est un travail aussi que je fais quotidiennement sur une planche à la maison où on peut gérer l'angle. C'est du travail de mobilité de cheville pour justement en montée être capable de poser le talon pour finalement ne pas recruter le mollet. Et on voit souvent, très souvent, moi quand je suis en train de courir dans un groupe, des athlètes qui sont incapables de poser le talon parce qu'ils ont une mobilité de cheville trop faible, et donc ils vont avoir un travail de mollet beaucoup plus prononcé. Alors s'ils ont des mollets surpuissants et une énorme endurance musculaire à ce niveau-là, tant mieux, mais encore une fois, si là on parle d'ultra-endurance, d'ultra-distance, c'est très intéressant d'être capable de poser son talon dans les montées et pour pouvoir économiser son mollet. Il y a un petit tip, c'est souvent quand tu te brosses les dents, tu peux faire le petit travail directement. Ça suffit, tu fais ça tous les soirs, tous les matins, et ça marche bien. Je zoome sur les bâtons parce que ce serait quand même dommage de ne pas en parler. Tu en as parlé rapidement. Concrètement, les bâtons dans les montées, quel avantage? On sait que ça n'a pas fait l'unanimité, Kylian Jornet, jusqu'en 2002 d'ailleurs, avec son fameux duel. C'est là où on a commencé à le voir avec les bâtons, mais sinon, il ne les utilisait pas. Est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est personnel? Ou est-ce que vraiment ça permet de soulager le corps et notamment le haut? Alors, long débat, l'utilisation des bâtons, effectivement, la réponse est simple, ça dépend vraiment de ton expérience et de tes capacités musculaires pour l'utilisation des bâtons. En fait, on voit souvent des coureurs et des coureuses partir avec des bâtons en pensant que ça va leur rendre la vie plus facile. Mais si on faisait exactement la même course le même jour, beaucoup
d'entre eux et d'entre elles, s'ils n'avaient pas pris les bâtons, je peux t'assurer qu'ils auraient rejoint la ligne d'arrivée beaucoup plus vite. Les bâtons, en fait, ça ne te sauve pas pour monter. Les bâtons, ça va simplement te permettre de t'économiser un tout petit peu sur le plan musculaire concentrique en montée, voire un petit peu excentrique aussi en descente. Mais pour pouvoir bénéficier de cette économie-là, il faut s'entraîner énormément avec les bâtons. On le voit, hein, si on essaye de faire un exercice de ski erg en salle ou juste un tiré de poulie avec le haut du corps, très vite, ça sollicite le haut du corps, triceps, épaules, dorsaux. Et si on commence à accélérer un petit peu aussi les répétitions, on va voir que le cœur va aussi monter très très vite. Donc si on fait un calcul d'énergie globale, utiliser les bâtons, finalement, on va utiliser beaucoup plus d'énergie. Et tu vois, si on rentre un peu plus dans le détail, moi je sais que quand j'utilise les bâtons en montée, je vais augmenter aussi ma charge de glucides à l'heure que quand je les utilise pas. Et après, bon, c'est vraiment la technique d'utilisation aussi des bâtons. Je vois souvent des débutants utiliser leurs bâtons en les plantant devant, donc avoir une force qui les envoie vers l'arrière. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on ne recherche pas justement. Ou qui vont pousser beaucoup trop fort dans les bâtons. Le bâton, c'est vraiment une aide où on va venir légèrement pousser pour pouvoir relâcher un petit peu la charge musculaire. Et si on pousse un petit peu trop fort, on va consommer beaucoup plus d'énergie, on va faire monter le cardio et c'est pas forcément utile. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment une question d'expérience, de pratique, de distance et dénivelé aussi, de ratio. Et sur l'utilisation des bâtons, c'est pas aussi évident que de se dire que ça va nous sauver une course. Hyper intéressant. Alors messieurs, je suis désolé, le temps passe vite et puis on est toujours un petit peu timé là sur cette semaine de l'UTMB. Donc voilà, je suis aussi maître du temps. J'aurais adoré développer un petit peu plus, mais je pense qu'on pourra faire un autre épisode où peut-être on travaillera un petit peu, enfin on parlera peut-être plus spécifiquement des exercices, de ce qu'on peut mettre au niveau plutôt plan, on va dire entraînement. Mais c'est bien là justement qu'on parle plutôt de conviction et de grandes idées. Ça sera on fera un épisode complémentaire à celui-là. Évidemment, là il faut qu'on s'intéresse un petit peu aux descentes parce que voilà. C'est évident qu'il ne faut pas savoir seulement monter, et tu le disais bien, hein, quand il y a 10 000 mètres de dénivelé positif, il y a aussi généralement la même chose en négatif. Et là, voilà, descendre, ce n'est pas forcément se laisser aller, c'est une vraie compétence, ça demande beaucoup d'atouts physiques et aussi d'atouts mentaux, parce qu'il ne faut pas avoir peur de se faire mal. Tristan, si on regarde encore du côté de la science, comme on l'avait fait pour le dénivelé positif, pourquoi c'est si dur pour le corps de descendre ? On entend souvent parler du trait excentrique, quadriceps, ce genre de choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et surtout là, tu as beau être très rapide sur le plat, tu as beau même t'en sortir bien sur la montée, j'ai l'impression que là, tu es tout seul quand il s'agit de descente. Alors pourquoi c'est si dur pour le corps de descendre vite ? Il y a deux choses, il y a une réponse physiologique et mentale. La mentale, c'est simple, c'est j'imagine juste l'instinct de préservation, la volonté de survivre et la peur de chuter, qui en plus avec la vitesse et le fait que le terrain soit caillouteux peut provoquer des blessures assez graves. Donc ça, c'est la première. Après, d'un point de vue physiologique, c'est juste, faut imaginer, il y a plusieurs modes de contraction musculaire. On a parlé du concentrique en montée. Donc typiquement, quand vous êtes en montée, vous montez votre jambe et là, vous produisez un mouvement musculaire. Donc le muscle se raccourcit pour pouvoir vous élever. C'est ce que vous faites typiquement à vélo. En fait, à vélo, ce n'est qu'un muscle qui se raccourcit pour pouvoir appuyer sur la pédale. Mais enfin voilà. En descente, c'est en fait le mouvement inverse. C'est quand l'impact va se créer, le muscle va se contracter et va essayer de résister à son étirement. Donc là, si on est sur un squat, par exemple, ça va être, on a la barre sur les épaules et on va résister sur la descente et notre muscle en fait, va se contracter pour essayer d'éviter qu'il s'étire. Et ça engendre des dommages musculaires qui sont très différents du concentrique ou alors ce qu'on appelle l'isométrie, qui est par exemple quand on fait la chaise, un mouvement statique où le muscle se contracte mais reste à la même longueur, on pourrait dire. Donc là, on a les trois. Quand on monte ou quand on est à vélo, il se contracte pour produire un mouvement. Quand on est en isométrie, quand on fait la chaise, à ce moment-là, on ne produit pas de mouvement, mais le muscle se contracte. Donc notre puissance est à zéro, mais pourtant, il y a une énergie qui est dépensée. Et quand on descend, là, le muscle se contracte pour éviter qu'il s'étire, ce qui engendre des dommages musculaires assez importants. Mmh. Donc, pourquoi est-ce que c'est difficile ? Parce qu'on n'a pas envie de mourir et parce que musculairement, là, même sur la route, on peut, à la fin d'un marathon, voir qu'on a des dommages musculaires, on sent qu'on a les jambes lourdes, etc. Là, notre capital en descente, ils font comme des jeux au soleil. On dit souvent que, tu vois, quand on fait quand on débute, les amateurs, on fait un premier trail et on se rend compte, le lendemain, on a beaucoup de courbatures. On pense mécaniquement que c'est les
montées qui nous les ont données, mais on dit plutôt que ce serait les descentes. Est-ce que c'était d'accord avec Oui, ça? mais c'est marrant parce que je me souviens en cours de master, alors là j'ai plus tout en tête, mais je me souviens qu'on parlait d'études qui étudiaient les alpinistes, mais là on parle fin 20e siècle, hein, où ils pensaient qu'il y avait une corrélation entre dommages musculaires et altitude, parce que justement ils faisaient des analyses sur des alpinistes, etc. Mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas lié à l'altitude, c'est juste qu'on testait les alpinistes quand ils étaient redescendus de la montagne, et en fait l'excentrique en descendant créait les dommages musculaires, mais ça n'avait rien à voir avec Les biais des études. avec l'altitude. Mathieu, justement, toi sur le terrain, c'est quoi ta philosophie en descente? Est-ce que tu vas te relâcher? Tu vas essayer de y aller justement parce que tu l'as dit toi-même, c'est là où on fait les différences, ou il y a aussi cet enjeu de préserver les jambes, parce que voilà, on vient de le voir, c'est aussi, ça peut être aussi très destructeur. Donc c'est quoi ta philosophie sur les descentes? Est-ce que tu vas adapter aussi en fonction de la typologie, en fonction aussi de la course? J'imagine en 2022, tu n'es peut-être pas dans ces calculs. Donc comment justement tu arbitres cette gestion finalement c'est ce que je retiens moi, c'est la gestion en fait, c'est ta prise de décision, comment tu vas manager tes attaques, te préserver, comment tu définirais ta philo sur la descente? Mon arbitrage a évolué avec le temps et surtout l'expérience. C'est vrai que quand on commence la pratique, effectivement, qu'on n'a pas un grand historique de descendeur et d'entraînement, on sait par expérience que si on descend un petit peu fort sur les premiers kilomètres, la fin de course va être très difficile. Mais aujourd'hui, c'est ce que je peux dire aussi pour ceux qui souhaitent travailler un petit peu plus et progresser dans ce sport sur plusieurs années, on peut avoir une résistance qui est très grande. Et on peut descendre très très fort au début et être encore capable de descendre fort en fin de course. Donc ça, c'est quand même une information super intéressante dans une gestion de course. Maintenant, c'est sûr que quand on se met encore une fois dans une position d'ultra distance, on garde un tout petit peu de gêne sur les premières descentes parce qu'on sait que si on détruit toute notre structure musculaire dans les premières descentes, ça va être très compliqué à la fois en montée et en descente sur la fin de course. Donc moi aujourd'hui, comment je gère? Je travaille énormément l'excentrique en descente, à l'entraînement. Ça peut être par exemple en répétant des descentes, en prenant des lifts, des systèmes mécaniques pour remonter. Ça peut être aussi de travailler sur des chemins très peu techniques. Souvent, les chemins très techniques qui sont bardés de roches et de racines vont nous faire ralentir parce qu'on a peur de tomber ou de se faire une cheville. Donc l'idée, c'est de choisir un chemin, voire même une route. Ça peut être traumatisant, attention, y aller avec parcimonie pour vraiment descendre le plus vite possible et vraiment venir chercher ce recrutement excentrique qui ensuite on va pouvoir l'utiliser à moindre vitesse dans des terrains techniques. C'est une question aussi de relâchement. C'est hyper important. Souvent, on parlait de l'aspect mental, mais on a une petite crainte, une petite peur, et inconsciemment, on va se crisper au niveau des pectoraux, des trapèzes, du corps, aussi des abdos, et ça va consommer énormément d'énergie. Donc c'est facile à dire et plus difficile à faire. Ça, c'est vraiment un travail de scan corporel, d'essayer en descente dès le début d'être le plus relâché possible sur le haut du corps, tout en étant tout de même assez gainé sur la partie basse du corps pour pouvoir restituer l'énergie quand on descend et pas subir de manière écrasée la descente. Donc assez conservateur sur le début de course, et ensuite tu lâches les chevaux, on va dire, plus la course augmente. Effectivement, en général, sur les deux dernières descentes, voire sur la dernière descente, je sais en général qu'il n'y a plus beaucoup de distance. Et puis, je me suis déjà répété dans ma tête, allez, c'est la dernière descente, j'ai plus besoin de conserver quoi que ce soit. Et là, je m'arrache complètement les quads pour finir. Tristan, tu partages ce regard? Moi j'avais une question pour toi, Mathieu, parce que quand on parle de dommages musculaires et d'excentrique, moi il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a évidemment l'intensité, la vitesse qu'on va mettre qui va augmenter l'intensité, qui va augmenter les contraintes excentriques, mais je pense aussi à l'aspect quand on se freine, on augmente les contraintes excentriques. Tu as parlé de relâchement. Est-ce qu'il y a un enjeu pour les amateurs de se dire, en descente, il vaut mieux garder un rythme continu plutôt que prendre trop de vitesse et puis se freiner. Et puis je reprends trop de vitesse et puis je me freine. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois? Parce qu'à chaque fois que tu te freines, en fait, c'est comme si tu courais très très vite, tu augmentes les contraintes excentriques pour justement te freiner. Donc en notion de relâchement, j'aurais plutôt tendance à dire, vaut mieux conserver un rythme et essayer de pas trop, de conserver son rythme sans se freiner. Effectivement, c'est une très belle manière mentale de comprendre comment bien gérer une descente.
c'est de se dire, est-ce qu'à chaque pas, je suis en train de me freiner ou est-ce que je suis en train de profiter de la gravité et de descendre? Alors ça va dépendre effectivement, encore une fois, du degré de pente. Quand une pente est super raide, tu n'as pas d'autre choix que de te freiner à chaque pas. Par contre, sur une pente de moindre envergure, ce qu'on retrouve en général 80% du temps sur une course, l'idée c'est vraiment de accepte the downhill, accepte la descente. Et ça, encore une fois, c'est une question de pratique et d'appréhension aussi. Un petit peu à l'image du ski. Quand on débute, on a tendance à être un petit peu sur l'arrière et puis au cas où on va tomber pour se poser sur les fesses, en descente, en trail, il va falloir petit à petit, avec le temps, essayer de venir se pencher un petit peu plus en avant. Alors ça va faire accélérer, mais c'est venir ramener son bassin au-dessus des pieds là, pour venir essayer d'être le plus perpendiculaire au sol. Et effectivement, ça va nous faire accélérer, mais on va sentir tout de suite que l'impact et que la demande excentrique au sol va être réduite. Donc c'est vraiment un très bon point mental pour une petite technique comme ça de se pencher un petit peu en avant pour réduire la charge. On peut s'imaginer en fait courir un petit peu sur des braises ou sur des œufs et se dire je vais essayer de pas les casser. Ok, donc plus tu te penches en avant, plus tu vas vite en descente. Plus tu accélères et moins tu vas avoir de contraintes, enfin de stress, de charge sur le cadre inférieur, effectivement. Et est-ce que d'un point de vue relâchement, j'imagine que la lecture du terrain joue, parce que je te prends mon exemple qui en trail suis très mauvais. Moi je suis typique dans ce que je te décris. Je commence à prendre confiance, je vais hyper vite et puis tout d'un coup je me dis oula, et puis ça devient un peu technique, je ralentis ou alors il y a un virage, je l'avais pas vu parce que j'ai pas levé les yeux. Donc tout d'un coup je dois freiner et en fait à chaque fois qu'on freine, je l'ai dit, là les contraintes s'envolent et c'est là où on prend beaucoup de dommages musculaires. Effectivement, le cerveau travaille énormément en descente et tu vas avoir aussi une saturation visuelle. Quand tu n'as pas l'habitude, ça fait beaucoup trop d'informations à processer pour notre cerveau entre où est-ce que je mets les pieds, comment, est-ce que je freine pas, il y a un pied, une pierre là, une racine là, un virage. Et ça, c'est vraiment de la pratique à force de passer du temps en descente et de volontairement aller dans des descentes techniques et pas toujours prendre le chemin le plus facile à droite ou à gauche. Le scan visuel va s'améliorer et on va être capable de l'intégrer, que ça soit beaucoup plus facile la lecture. Mais effectivement, ça arrive à tout le monde et puis moi ça m'arrive encore parfois la nuit. À un moment donné, je sature complètement d'informations et on est obligé de ralentir parce qu'on ne sait plus où on met les pieds. Ça arrive aussi par exemple quand on descend des escaliers 2 par 2 ou 3 par 3, les premières marches ça va très bien et puis au bout d'un moment on ne sait plus où mettre le pied, on a l'impression qu'on va tomber. Donc ça illustre très bien ce qu'est le scan visuel et ça on peut le travailler aussi avec par exemple en faisant du VTT en nature. En général c'est un déplacement qui va être beaucoup plus rapide qu'à pied et ça va aider à améliorer le scan visuel pour ensuite le transposer, le transférer au trail en descente. Justement, sur toute cette partie-là de technique, de savoir poser son pied, on parle beaucoup de travail de proprioception. Je ne vous ai pas entendu encore en parler. C'est comment vous le placez, ça, justement. Alors, je parle vraiment du travail en salle, souvent on dit pieds nus. Est-ce que c'est utile? Tu disais tout à l'heure que tu t'entraînais sur des descentes plates, enfin, essayer de plate sans trop de technicité pour travailler ça. Est-ce que justement, la partie technique, tu vas plutôt le bosser sur la proprio? Le travail proprioceptif, il n'y a rien de mieux que de le travailler en descente sur des cailloux et sur des racines. Donc on pense souvent au travail proprioceptif, on va sauter sur un pied, sur un ballon, sur une planche en salle. C'est possible, c'est intéressant. Moi personnellement je ne le fais pas, mais vraiment pour travailler sa proprioception en descente, le mieux c'est de pratiquer dans des descentes techniques volontaires et de jouer aussi avec le terrain. Quand on est à l'entraînement, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'optimisation comme en course, d'aller chercher la ligne la plus économique, mais c'est de volontairement s'amuser, aller poser un pied sur une pierre, une racine et de jouer avec le terrain pour développer justement son travail proprioceptif. Vas-y, ouais. Tout à l'heure, je parlais de développement spécifique et non spécifique, de développer quelque chose de spécifique. Comme je pourrais l'imaginer, alors moi 100% sur... de toute façon, j'imagine que quand tu descends, tu as aussi, au-delà de l'aspect proprioceptif, tu as une lecture du terrain qui fait que en fait, tu améliores là où tu poses tes pieds. Et c'est là où, en fait, dans une salle, même si tu es mieux équilibré, tu vas pas mieux lire le terrain, donc en fait ça va pas forcément te servir. En revanche, et dis-moi si tu l'utilises ou si tu connais des gens qui l'utilisent, je pourrais me dire comment est-ce que je pourrais développer non spécifiquement grâce à du renforcement, je vais donner de la force à tous mes muscles autour de la cheville et dans des amplitudes les plus extrêmes possibles parce que justement pour éviter une entorse. Souvent là on se fait mal sur une entorse parce que même si notre cheville elle est hyper stable quand elle est en position normale, elle va pouvoir être très faible quand elle va être en inversion ou en éversion. Et donc, en fait, en salle de musculation, on peut se permettre de faire des extensions de cheville au lieu d'avoir le pied aligné, d'être totalement sur le côté ou sur l'autre côté et de faire ces extensions de cheville dans des amplitudes extrêmes comme ça. Alors, ça va pas faire en sorte qu'on lise mieux le terrain, ça va pas nous faire mieux poser les pieds. En revanche, ça va nous donner un potentiel qu'on pourra ensuite appliquer sur le terrain. Est-ce que ça te parle, ça ?
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que sur le terrain, on essaie toujours de poser le pied le plus plat possible. En général, on vise la zone le plus plat possible. Et puis, quand on fait l'erreur de poser le pied sur un caillou, une racine, que ça part un petit peu, tout de suite, le proprioceptif, le cerveau va rattraper et on va jamais aller en force, à part si ça part pour une entorse, dans une angulation extrême. Donc effectivement, c'est quelque chose que je mets en place aussi à l'entraînement, en salle de sport ou à la maison, de travailler sur des planches légèrement inclinées, de charger un petit peu avec une kettlebell, d'aller chercher un petit peu du travail en force. Et un exercice qui est très intéressant aussi, que je fais régulièrement, c'est d'accrocher, alors on a des systèmes qui existent avec des sangles, d'accrocher des poids au niveau du pied, de se mettre sur le bord d'un banc et de venir travailler la cheville dans tous les angles pour venir travailler en force. Et là, on voit qu'on peut progresser très très fort. Au début, on va s'accrocher 5 kg au bout du pied, on va être capable de faire 5 répétitions dans chacun des angles, ça va être difficile. Et on peut très vite monter à 7, 10, 15 kg et aller sur des séries beaucoup plus grandes, ce qui montre qu'on va avoir une progression énorme. La cheville, c'est hyper important en trail. C'est pas uniquement de la mobilité, c'est aussi de la force. Et une cheville forte, ça permet de descendre très très vite, parce que quand on va avoir de la force dans la cheville, on va sentir de la stabilité aussi, ça va nous mettre en confiance pour descendre plus vite. Donc voilà, c'est très très important de travailler la cheville aussi en force, et puis dans des angulations plus importantes que ce qu'on a en course en salle, comme tu viens de l'évoquer. Parce que Jim, hier, on l'a vu sur une descente, à un moment, il se tord la cheville. Il faut comprendre que, bon, alors lui, évidemment, il est renforcé parce qu'à force de prendre des cailloux dans tous les sens, etc., peut-être qu'il fait du renforcement aussi, mais sa cheville, en fait, est forte dans des amplitudes extrêmes. Mais en fait, un amateur qui court peu et qui fait pas de renforcement, il faut comprendre que s'il se tord la cheville comme ça, il a une entorse, c'est sûr. Et c'est pas, enfin, je veux dire, on peut rattraper ça par du renforcement. Une bonne cheville, c'est une cheville qui est forte et qui est mobile. Et si tu fais référence à l'image qu'on a vue hier de Jim, effectivement, je suis quasi sûr qu'aujourd'hui, sa cheville va très bien et il l'a même pas tordue. Si on regarde vraiment d'un œil expert ce que je suis sur le geste qu'a fait Jim hier, il a rattrapé sa cheville. Effectivement, quelqu'un qui aurait une cheville un petit peu plus faible ou avec une mobilité plus faible, la cheville serait partie beaucoup plus loin et aurait peut-être créé une déchirure ligamentaire et aurait créé pour le coup une vraie entorse qui l'aurait incapacité sur du long terme. Je reviens juste sur forte, mobile et forte dans cette mobilité. Et fort dans cette mobilité, exactement. D'où le travail en force dans toutes les angulations de la cheville. Messieurs, je suis désolé parce que je suis aussi maître du temps. Franchement, c'est passionnant. Moi, j'adore vous écouter, mais il y a certains petits points qu'on entend beaucoup et j'aimerais vraiment votre avis sur ça. Parce que voilà, les conseils en montée, en descente, voilà, quand on est coureur entre les pelotons, on en reçoit énormément. Et je voudrais démystifier. On entend souvent que le regard, c'est la clé. Tu le disais tout à l'heure, si je vois pas une côte, bah voilà, là, et si en plus tu dois anticiper. Et ce qu'on nous recommande souvent, c'est naturellement, on va regarder nos pieds quand on est en descente parce que c'est instinctif, c'est un besoin. Voilà, le cerveau va nous positionner sur les pieds, mais on dit qu'au contraire, il faut regarder 3-4 mètres plus loin, regarder vraiment devant. Est-ce que ça change vraiment la manière de descendre ? C'est un bon conseil, ça, ou c'est du bullshit, Mathieu ? Le regard, c'est hyper important et pas uniquement dans le trail. Moi, je viens d'autres sports comme du BMX, du kitesurf et en fait, les sports auto, le corps ou l'équipement que tu es en train d'utiliser va aller là où le regard se porte. Le corps aussi va souvent se positionner un petit peu mieux quand on lève la tête. Quand on a tendance à regarder juste devant, on va avoir une position naturelle qui va se courber un petit peu plus et quand on va lever la tête, on va se redresser. Moi, ma réponse est simple, c'est d'être capable de scanner. Ça dépend aussi du terrain, mais l'idée, c'est d'être capable de regarder un petit peu devant soi pour, quand ça devient vraiment technique, poser vraiment le pied de manière très très précise entre deux racines ou entre deux pierres, mais faire l'effort aussi volontaire de lever souvent la tête, parce que quand on va lever la tête, on va avoir une position corporelle plus adaptée et aussi on va pouvoir accélérer. On peut tous faire le test. Quand on regarde 50 cm devant ses pieds, en général, on atteint un plafond de vitesse et dès qu'on lève un petit peu la tête, on va être capable d'accélérer un petit peu. Donc vraiment, c'est être capable d'avoir cette alternance de regard. Et comme tu le dis, quand on commence, on a, par cette crainte et cette appréhension, on va avoir tendance à regarder toujours 50 cm ou 1 mètre devant ses pieds et on va être limité en termes de vitesse. Et c'est un travail à faire, volontaire et conscient, de se dire ok, je lève la tête de temps en temps pour voir ce qui arrive et aussi anticiper une épingle, un virage un petit peu plus serré ou un gros obstacle qui va arriver. Autre chose, et ça moi je le constate beaucoup quand je fais des suivis de course et je vois on va dire le top 20
et aussi c'est vrai chez les amateurs, mais même chez les élites, c'est la position des bras. Tu as des athlètes, et même des très bons athlètes, qui vont, tu vois, prendre les bras comme ça, un peu comme des ailes d'avion, d'autres qui au contraire vont avoir, enfin j'ai jamais vraiment réussi à comprendre comment on doit positionner les bras en descente, pourquoi il y a autant de variabilité. Toi, comment tu fais voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu des bras? Il faut prendre un petit peu l'image du funambule sur sa ligne d'équilibre. Les bras, ça, c'est quand même assez pesant et ça permet de se rééquilibrer. Donc c'est pour ça aussi qu'on voit parfois des coureurs, on a l'impression qu'ils sont un peu comme des pantins désarticulés, mais à l'image du funambule, ça permet de retrouver un petit peu d'équilibre. Parfois, on a le corps qui se désaxe un petit peu sur un mauvais appui ou sur un obstacle et les bras vont pouvoir permettre de se rééquilibrer. Donc en fait, je te dirais que quand on est dans une zone très, très technique où on va un petit peu potentiellement se déséquilibrer, c'est d'utiliser les bras. Mais dès qu'on revient, enfin les bras pour s'équilibrer, dès qu'on revient sur une zone un petit peu moins technique, c'est de revenir sur une mécanique de mouvement de bras naturel comme on peut avoir en course à plat. Tristan, la partie renfo, la partie préparation du corps à l'effort en descente, est-ce que ça va être similaire à ce que tu nous as dit en montée et est-ce qu'il y a d'autres muscles peut-être qu'il faut travailler et comment les travailler si c'est le cas? Est-ce que c'est la même chose? Alors, grosso modo, dans votre séance, je pense qu'il y aura énormément de transferts. Alors là, on peut même aller sur des exercices. Ok. L'idée, c'est qu'en descente, vous allez avoir. Alors, votre mollet va travailler évidemment, mais en fait, c'est quasiment que votre quadriceps. Pourquoi? Parce qu'en montée, vous imaginez, vous êtes dans une pente et quand vous allez avancer, vous allez monter votre pied, donc ça va mettre de l'angle au niveau de la hanche, au niveau du genou, et donc ça va se répartir entre ces deux articulations. En descente, en fait, vous mettez pas vraiment d'angle au niveau de votre hanche, juste, vous prenez tout au niveau du quadriceps. Donc c'est ça qu'il faut travailler spécifiquement. Un exercice que j'aime beaucoup, qui est présent dans le renforcement sur campus, c'est alors ça s'appelle le reverse step up. Ça va pas parler particulièrement. C'est en fait d'être sur un step et de venir comme si on venait de descendre une marche. Et donc de faire ça très progressivement, de se concentrer sur l'excentrique, de venir remonter, faire plusieurs répétitions. Et cet exercice-là, à lui seul, permet de compenser quand on n'a pas beaucoup de côtes à disposition, etc. Parce qu'on est vraiment sur un travail au niveau du quadriceps, au niveau du genou. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être très progressif sur cet exercice-là, parce que, évidemment, on met beaucoup de contraintes. Il faut imaginer que plus on projette le genou vers l'avant par rapport au pied, plus on va venir mettre de contraintes. Donc y aller progressivement, d'abord commencer avec une toute petite hauteur et puis aller de plus en plus haut. L'avantage aussi avec celui-là, c'est qu'on fait un double effet avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail de la mobilité de cheville. C'est que quand on va venir descendre, en fait, le pied qui reste sur la marche, lui, il va arriver en mobilité maximale de cheville et donc on va venir aussi travailler sa cheville dans une amplitude maximale. Donc je répète l'exercice, c'est comme si vous étiez sur une marche, donc dans une salle de sport, vous trouvez un step et c'est comme si vous descendiez la marche, donc en vous projetant vers l'avant et puis vous remontez. Mathieu, tu as été l'un des premiers Ultra Trailer Pro à utiliser les bâtons en descente. Pour quelle raison? Alors, j'ai pas été un des premiers, j'ai vu beaucoup d'athlètes le faire. Pour quelle raison? C'est très simple, c'est dans une optique aussi d'économiser ses muscles pour être capable de les mobiliser le plus longtemps possible et jusqu'au bout de la course. Et c'est vrai que parfois, il va y avoir des descentes qui vont avoir la particularité d'avoir des sauts, en fait. Des roches, voire des marches très hautes, 50 cm, voire 1 mètre parfois. Et le saut peut être très très stressant au niveau musculaire. Et l'idée, c'est tout simplement de venir poser ces bâtons en contrebas de la marche, de l'obstacle, pour venir ralentir l'impact, pour pouvoir réduire l'impact au niveau du sol. Typiquement, la descente juste avant Courmayeur. Sur l'UTMB, il y a des très hautes marches de plus de 50 cm pendant quasiment toute la descente. Et l'idée, c'est de venir poser les bâtons un petit peu plus bas pour réduire l'impact et donc réduire aussi la charge et donc être plus endurant musculairement jusqu'au bout de la course. Évidemment, la question que beaucoup se posent, on parlait de la dimension mentale et elle est, j'imagine, extrêmement importante sur les descentes. Comment est-ce que vous faites justement pour ne pas avoir peur? Parce qu'en fait, en une fraction de seconde, la course, ça peut être terminée. Ça pardonne pas une descente où vraiment tu te fais mal sur, en tout cas, le podium et en plus, tu peux te blesser. Et voilà. Donc, comment tu fais pour gérer ça? Aussi à l'entraînement, en fin de prépa, j'imagine là, je sais pas, on est en juillet, tu as l'UTMB qui arrive, tu dois aussi un peu paniquer, tu es un peu parano. Donc, cette dimension mentale, comment est-ce que tu fais? On dit souvent dans le ski de descente, qui est aussi très violent et qui peut être très dangereux, ou même le VTT de descente, que si tu n'as pas commencé jeune,
c'est foutu parce que les jeunes ont cette insouciance que la mort c'est loin pour eux et donc voilà, mais donc si tu commences à 20 ans, en fait, c'est foutu parce que tu penseras trop à l'accident. Est-ce que c'est vrai ça dans le trail? Oui, c'est vrai, on a tous une appréhension quand on descend voilà, de tomber. Maintenant, on n'est pas non plus sur des vitesses extrêmes. Bon, voilà, en descente, peut-être pour les meilleurs, on va pouvoir atteindre 20 km/h parfois. Tomber à 20 km/h, si on roule un petit peu, on va pas se tuer, quoi. On va peut-être se faire mal, se faire un gros coup, voire se fracturer. Mais bon, Mais t'as les ravins quand même, tu vois, la sur vie la n'est pas non directe, plus en tout danger. ça. Oui, mais effectivement, il peut y avoir des ravins, notamment sur l'île de la Réunion. On va avoir des ravins des fois à quelques centimètres du chemin qui tombent sur plus de 400 mètres de haut. Et effectivement, quand on arrive là, on ralentit un petit peu quand même, surtout s'il y a des virages serrés. Maintenant, l'idée, c'est encore une fois de pratiquer et c'est pour lever cette appréhension. Encore une fois, je prends l'exemple du ski. Si on fait un maximum de descente avec le temps, on va finir par prendre de plus en plus de vitesse et c'est comme ça qu'on lève l'appréhension. Ce qui est important aussi en descente, c'est de le voir comme un entraînement. Tu vois, moi j'ai un exemple très concret que j'ai découvert récemment. Maintenant que j'habite en montagne, souvent il m'arrive de commencer mon entraînement par une descente, ce qui est assez rare en général quand on part s'entraîner parce que quand on part de chez soi ou quand on se déplace en voiture pour aller en montagne, on part d'en bas et on commence par monter et en général tout de suite dans la montée on pousse un petit peu, on teste un petit peu ses sensations et puis on arrive au col ou au sommet, on est fatigué et on n'a plus toutes les ressources mentales à 100% comme on aurait au départ. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre la descente comme un entraînement. Souvent on s'entraîne toujours à plat, en faisant des fractionnés à plat, on accélère en montée, on fait des fractionnés en montée, et puis on arrive en haut, on est cuit et puis on fait la descente pour récupérer. La descente est toujours vue comme le moment où on récupère. L'idée aussi, c'est peut-être volontairement parfois d'aller en haut d'une montagne, se garer en haut d'une montagne et de commencer par une descente, ou bien si on commence par une montée, de monter vraiment tranquillement en mode balade pour arriver en haut avec toutes ces ressources mentales pour travailler la descente et pour volontairement se dire ok, là je la fais à fond cette descente, je me concentre et j'essaie de voir à quel point je vais pouvoir aller vite et puis passer de manière fluide dans le terrain. Donc ça, c'est vraiment un conseil important, c'est de voir aussi la descente pas que comme une zone de récupération mais comme une zone de travail aussi. Dans le vélo, dans le ski, la descente, c'est un truc cool, c'est un truc où on s'amuse, c'est un truc où on prend du plaisir. Dans le trail, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça, ce qui est quand même assez dommage parce que vraiment, tu as cette dimension hyper récréative et amusante. Et c'est vrai que la course à pied, on dit que c'est pas un truc très très rigolo, quoi. On joue pas à la course à pied, hein. On joue au foot, on joue au basket, mais on joue pas à la course à pied. Est-ce que toi, tu arrives quand même à avoir des moments de flow, tu vois, dans les descentes, des moments où vraiment tu kiffes, quoi? Écoute, je pense que ça dépend des profils. Moi, en l'occurrence, j'adore la descente, je suis très joueur et pour moi, je la prends comme un jeu. Voilà, j'essaye des fois m'imaginer comme un animal qui essaye d'être le plus fluide dans sa descente pour fuir un prédateur. Et voilà, c'est aussi, je pense, une question de pratique et de vision du sport. On peut être très joueur en descente. Et ce qui est cool parfois aussi, c'est de courir à plusieurs et de jouer en descente à faire la course. Alors, sans prendre trop de risques aussi, mais de se dépasser, se repasser. Et c'est une manière d'apporter un petit peu de jeu et de ludique dans la descente. Tristan, avant de se quitter, tu es coach, tu es aussi coach leader au sein de Campus Coach. Vous avez énormément travaillé, énormément investi justement pour fournir la meilleure en tout cas qualité de coaching et de suivi justement sur les descentes, sur les exercices. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement sur cette partie-là? Si on veut travailler en montée, si on veut travailler en côte, on doit l'intégrer combien de fois à son entraînement? Est-ce que c'est une séance, 2 séances? Et vous aussi chez Campus, comment vous accompagnez les coureurs? Voilà, votre philosophie justement sur le management, parce qu'on a un bloc, on a des semaines, on doit aussi les équilibrer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement si on veut travailler spécifiquement ça, la montée, la descente? Est-ce que c'est des piqûres de rappel, c'est toutes les semaines? Excuse-moi Guillaume, je pensais que tu voulais parler du code DLTDC pour avoir un mois gratuit avec Campus. J'allais en Moi, parler, mais je déjà... croyais que tu voulais parler de ça. Voilà. My bad. Alors comment est-ce qu'on fait sur Campus? Alors c'est marrant parce que je vais repartir un peu d'avant que Mathieu nous rejoigne l'année dernière. Ça fait plus d'1 an maintenant, Mathieu. On parlait avec Nicolas Dan et puis il disait en fait le problème avec des coureurs amateurs, c'est aussi qu'on peut pas tout faire. Là où Mathieu s'entraîne, je sais pas combien de fois tu t'entraînes dans la semaine, mais quand tu as énormément de séances, en fait tu peux rajouter des trucs et venir diversifier ton entraînement. Donc l'idée c'est que sur des coureurs amateurs, et puis là en fait je parle au nom de Mathieu parce que c'est lui qui m'a tout appris, mais c'est de venir travailler la descente déjà sur toutes les sorties longues et surtout les blocs chocs, etc.
c'est là où en fait va y avoir la grande majorité de leur dénivelé négatif. Et donc c'est pas de prendre une rando course en se disant juste c'est une rando course, mais de se dire dans cette rando course, je vais pouvoir justement les mettre à profit pour venir travailler ma descente et pas juste être passif vis-à-vis de ça, mais vraiment avoir une démarche active. Je prends par exemple, c'est comme en natation, si juste on nage, en fait notre technique elle se développe jamais. Il faut vraiment avoir un apprentissage actif et 1 kilomètre de natation n'en équivaut pas à un autre entre si on est actif ou descente. Et là c'est un peu la même chose sur les sorties longues, c'est toutes les sorties longues, si on fait un travail actif ou pas, va pouvoir apporter quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Et pour un amateur, c'est vraiment le travail principal. Ensuite, là, on est en train de travailler avec Mathieu sur des séances alternatives pour pouvoir justement dire comment est-ce qu'on peut, dans l'entraînement, rajouter un peu de travail de descente sans compromettre tout le reste du travail parce qu'il faut le faire en plus et pas à la place. Mathieu, bien résumé, ça va Oui, c'est ça. Après, on est là, on parle des descentes. C'est hyper complexe le travail de descente pour une programmation parce qu'en fait, pour les montées, quasiment peu importe qu'elles soient techniques ou pas techniques, si on va chercher un travail musculaire et physiologique, il ne va pas avoir de grosses différences à la fin d'une séance sur la charge qu'a reçue l'athlète. En revanche, sur une descente, vraiment dépendamment de l'angle, de la technicité du terrain, faire 1 minute de descente à bloc ou pas à bloc va avoir un impact totalement différent. Donc on se creuse vraiment la tête aujourd'hui pour voir comment spécifier cette partie-là. Donc comme Tristan l'a dit, l'essentiel c'est de le faire sur les sorties longues où on va travailler un petit peu notre pace de course, on va accélérer un petit peu plus pour aller chercher des sensations en descente. Et puis l'intégrer dans des séances vraiment spécifiques, c'est beaucoup plus complexe, mais on est dessus sur les séances alternatives, effectivement. Et puis je pourrais même rajouter, c'est ça que j'en ai pas parlé, mais en fait on pourrait même intercaler entre les deux le renforcement qui est déjà en place sur campus, où là, en plus de tous les bénéfices sur la santé, lutter contre même l'ostéoporose, il y a vraiment énormément de bénéfices au-delà de la performance. On pourrait intercaler le renforcement qui est déjà en place sur campus. Et la 3e étape dernière, là on est dessus. Et puis en plus, je souligne parce que voilà, Mathieu, toi, tu n'es pas seulement ambassadeur campus, vous êtes extrêmement investi justement pour offrir le meilleur service possible dans le cadre d'une préparation trail, voilà, parce que les gens n'ont pas forcément confiance de ça. Et puis moi qui ai suivi ça aussi, voilà, tout le cheminement, comment vous avez collaboré ensemble, c'est un travail assez extraordinaire. Et donc, voilà, tu en parlais tout à l'heure, mais il y a le code des LTDC, il faut quand même en parler parce que voilà, ça permet à toutes celles et ceux qui voudraient essayer justement cette vision, cette préparation, être un petit peu moins seul aussi dans l'entraînement, de pouvoir essayer gratuitement avec le code des LTDC. Vous avez 1 mois gratuit et en plus ça permet de soutenir le podcast, nous permettre d'enregistrer pendant cette semaine de l'UTMB, vous proposez des contenus, donc n'hésitez pas, le code c'est DLTDC. Merci à tous les deux, on refera des épisodes, je suis désolé pour les auditeurs, c'est vrai que des fois je suis obligé de tenir le timing, couper un petit peu, mais voilà, tout est très timé, il y a du public, les gens ont plein de choses à faire et j'ai cette difficile tâche d'être maître du temps. Mais promis, on refera des épisodes, on redétaillera plus parce qu'il y a plein de choses, on pourra même faire des capsules. Merci beaucoup Mathieu, merci Tristan. Merci Guillaume. Profitez bien de la fin de la semaine, merci à toutes celles et ceux de nous avoir écoutés jusqu'au bout, merci à Campus pour avoir organisé cet échange, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.